Si vous appréciez nos discussions, n'hésitez pas à les aimer et surtout à les commenter. On aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Merci et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Je suis Tristan, le directeur, et je ne suis pas seul aujourd'hui. Mais qui est à côté de moi? T'es jamais seule, en fait. Moi, c'est Mélissandre. Je travaille pour En Marge 12-17, coordonnatrice du programme Sphère. On a déjà co-animé ensemble quelques fois. Alors, me revoilà. Je suis jamais seul parce que j'ai toute une équipe derrière moi, mais aussi qu'on essaye d'avoir de plus en plus une personne qui co-anime. Vous allez voir plusieurs personnes qui vont se relayer aussi à Mélissandre dans les prochains épisodes. Ça va être des collègues à moi, ça va être des jeunes peut-être aussi. Fait que restez à l'affût pour ça. On ne sait pas trop l'ordre de tous les épisodes pour l'instant parce qu'on enregistre beaucoup tout d'un coup. Fait qu'on va voir comment ça va tout sortir par après. Mais trêve de discussion, de coulisses, de podcast. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est bien intéressant pour tout le monde qui écoute depuis longtemps puis qui nous parle du podcast. Puis un élément qui revient souvent quand on parle de l'institutionnel, par exemple, ou vraiment des situations avec les jeunes les plus vulnérabilisés, c'est le signalement. Donc, le signalement à la DPJ, puis il est souvent mal compris, incompris, compris en partie, et il fait peur. Donc, on a envie d'enlever un peu cette peur-là. Mélissandre, elle revient pour les concepts où, quand tu étais là pour l'Halloween, où il faut enlever les peurs. Puis là, on veut encore enlever des peurs. On aurait pu le faire pour Halloween aussi. Mais c'est ça. On veut pas trop avoir peur. On va en discuter. On veut aller en nuance. Puis je pense que ça va répondre à beaucoup de questionnements qui ont émané dans les 2 premières saisons de ce podcast. Oui, parce que je faisais partie des gens, ben là, on va vous présenter nos invités, mais il y a un des invités ici on fait souvent la blague que s'il n'y a plus de cheveux sur la tête, c'est parce qu'on s'est débattus ensemble au moment où il fallait parler de signalement dans Sphère au tout début. Parce que moi, je venais de En Marge, je travaillais de rue, puis là, ça faisait peur. Puis je faisais partie des gens qui le comprenaient pas bien. Et que maintenant, ça me fait plus peur quand on le comprend. Ben, clairement, tu as gagné avec les cheveux que tu as encore sur la tête. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas tout seul, justement, pour non, en parler, parce qu'on a une certaine expérience et compréhension du signalement, mais on a besoin d'avoir des renforts pour en parler, des gens qui s'y connaissent vraiment bien. Donc, on va aller de l'autre côté. Allez-y, présentez-vous un peu dans l'ordre que vous voulez, puis on va y aller comme ça. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Ben oui. Donc, je m'appelle Mélissy Houle. Je suis chef de service à l'accueil DPJ du centre-sud de l'île de Montréal, donc la DPJ de Montréal. Je suis la chef de service. L'accueil DPJ, c'est quoi? Ben, c'est là où on reçoit les signalements. Donc, un service ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Noël, ça change rien dans nos vies. Il y aura toujours quelqu'un au bout du fil pour recevoir les inquiétudes au sujet d'un enfant. Donc, on dessert la clientèle qui est francophone et allophone. Donc, je suis en protection de la jeunesse depuis maintenant 33 ans. Je suis pas tombée dedans quand j'étais petite, mais presque, parce que je pense que ça fait partie de mon ADN depuis longtemps. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Si on peut démystifier un tant soit peu, ce que c'est le signalement et la protection de la jeunesse, ben l'objectif sera atteint. Si on peut enlever quelques préjugés en passant, ça va être encore mieux. Mais c'est un peu normal quand même que ça cause des inquiétudes. C'est quand même pas rien. Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu, mais c'est nécessairement un incendie. Exact. Fait que je pense qu'on va pouvoir démystifier tout ça. Puis à côté, toi, mon cher? Bonjour, Martin Pelletier. Je suis nouvellement intervenant à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté sur un beau projet qui s'en vient. Et bien, je suis aussi membre du CA d'En Marge 12-17. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Ça fait plusieurs mois qu'on avait parlé, Tristan et moi, là, de ma venue sur un tel sujet. Fait que oui, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter.
Puis, ben Nancy, c'est ma collègue depuis longue date aussi, donc, et ma référence, notre référence, là, en lien avec les signalements. Quand on a des questions, ben on s'y rapporte. Donc, ça me fait plaisir d'être ici, ça. Mais tu as été longtemps, tu es dans le CIUS depuis longtemps. Là. Oui, ça fait 32 ans. Tu as été éducateur. J'ai été éducateur, j'ai fait partie du projet Sphère, de mettre en place avec toi Sphère. Donc, et là, ben, avec le projet qui s'en vient aussi, on n'a pas de nom encore. Le nom va finir par arriver. On va le nommer un jour, mais plus en lien avec l'exploitation sexuelle, fait que qu'on va définir dans les prochains mois. Là. Fait que, Il va falloir te réinviter peut-être. oui, j'espère qu'on va être invité pour pouvoir en parler. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on a une petite tradition. Les gens, doivent être tannés un peu de m'entendre le dire à chaque fois, mais si jamais c'est votre premier épisode, on invite les personnes à se procurer un objet, amener un objet qui pour eux représente la marginalité. Idéalement un peu en lien avec la jeunesse, mais bon. Et on a 2 personnes qui ont un objet avec eux. Il y en a un que j'ai vu un peu, puis il y a une histoire intéressante, puis il y a un autre que j'ai même pas vu encore, fait que j'ai hâte de voir. C'est mystérieux. Oui, très mystérieux matin aujourd'hui. Donc, on peut y aller tout avec Nancy d'abord. Oui. Son objet. Ben moi, je me suis rappelé que j'ai été quand même, et je suis encore, je pense, une personne un peu marginale. Pendant quand même presque 12 ans, j'ai eu les cheveux roses. Alors, mon objet est vraiment un tube de Manic Panic. C'était pas tout à fait celle-là que je prenais, mais quand même, de teinture rose. Et pendant vraiment de très longues années, les cheveux roses assez éclatants. Pour une intervenante en protection de la jeunesse, c'était pas mal du jamais vu. Je vous dirais que ça a pu susciter beaucoup de débats, beaucoup de questionnements. Et moi, je disais tout le temps, vous savez, j'ai peut-être les cheveux roses, mais quand les gens vont m'entendre parler, ils vont les oublier, mes cheveux. Et c'est un peu comme ça que ça s'est toujours fait. Puis je vous dirais que j'ai toujours eu des postes quand même dans ma carrière, et même quand j'avais les cheveux roses, à l'avant-plan, ne serait-ce que d'être responsable de l'accueil pour le plus gros tournoi de golf à l'époque où nous étions centre jeunesse Feu, là. Donc, à l'accueil, alors tout le monde me voyait et j'avais été choisie pour être là. Fait que je me dis, il y avait quelque chose qui ne dérangeait plus dans cette tête de cheveux roses-là. Et j'ai été longtemps coach pour les nouveaux intervenants à la protection de la jeunesse avec mes cheveux roses. Donc, pour moi, c'est mon côté un peu marginal qui, quand je les ai laissés aller, mes cheveux roses, je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire pour garder cette marginalité-là? Parce que pour moi, elle avait une grande signification. Je pense que je l'ai encore. Je pense que les gens, sans le savoir, me voient encore avec les cheveux roses un peu. Fait que c'était mon petit côté délinquant qui est resté, puis qui restera toujours. Même si on travaille en protection de la jeunesse, on a droit et on a quand même, pour plusieurs, un petit côté délinquant. Donc, voilà. Oui, je pense que je suis marginale et je peux être un peu délinquante si nécessaire. C'est resté un peu dans les lunettes quand même, je dois dire. Ah oui. Puis c'est des lunettes roses, donc c'est le fun, on voit la vie positivement. Oui. Comme Mélissandre, il y a quelques épisodes à l'Halloween, ça tombe bien, c'est un beau lien. Mais sans faire un jeu de mots, c'est vraiment tout en couleur aussi. T'sais, moi, je connais Nancy plus longtemps, puis tantôt qu'elle m'a dit ma teinture de cheveux, j'ai dit oui, c'est ça. La marginalité, pour moi, des années 90, c'était les cheveux verts, le temps punk là, de 80, fin des années 80. Puis c'était les couleurs flamboyantes, mais t'avais les cheveux roses, justement, puis t'étais à DPJ, au signalement, puis c'était... C'est ça. Faut pas se fier juste à la couleur des cheveux. Exact. Ni à l'apparence. Exact. Voilà. Puis je tiens à dire pour ma collègue Joëlle qui écoute ça en ce moment, qui dit « Hey, c'est mon objet ». Mais oui, Nancy l'a vu également, elle a fait « Wow, c'est exactement ça qui représente la marginalité pour moi ». Donc, tu vois, intervenante à l'hébergement de Temps Marche 12-17. Oui, alors merci Joëlle. Nancy, les deux vous connectez quand même sur quelque chose de précieux. Et si vous avez la même vision de la marginalité, c'était très intéressant. Martin,
Qu'est-ce que tu nous as amené? Petit tic-tac, mais de couleur. Je sais que je vais rejoindre Mélissandre avec sa boîte de nerds. Ben, moi aussi, un nouveau projet, puis c'est un peu aux couleurs, plusieurs couleurs. Mais sur la boîte, le contenu, c'est beaucoup, je crois vraiment, au tic-tac, de prendre le temps. Dans nos interventions, comment qu'on peut prendre le temps avec les personnes avec qui on est, puis le temps tout court aussi. Tu sais, en dehors de la boîte, on se dit, on a des fois un travail difficile, ben comment qu'on peut prendre le temps pour prendre soin de soi, prendre soin des personnes autour de nous. Fait que pour moi, la boîte de tic-tac, puis là, ben, la colorer encore plus, je pense que différentes personnes ont leur couleur, puis c'est pas juste des tic-tac blanches, fait que c'est ça. Je vais pouvoir la mettre. Ben, c'est le mélange. On a des tic-tac blanches et des nerds ensemble qui sont justement collés. Donc, tout à fait. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu cette vision-là. Ben, l'idée du tic-tac avec le temps, c'est intéressant aussi. Juste nommer qu'on n'est pas du tout sponsorisé par la compagnie tic-tac ou quoi que ce soit. Pas encore, en tout cas. Peut-être que ça vous tente. Vous faites juste m'appeler. Donc voilà, merci Martin pour cette belle description, tout en couleur les deux aujourd'hui. Donc merci d'être là. Mélissandre, tu as déjà eu un objet, hein? Oui, c'est les nerds. C'est ça. Le premier épisode. Ouais. On peut pas t'en donner un autre à chaque fois. Non, là, je vais manquer d'inspiration. Non. En effet. Bon. Puis il y a le cadre de patate qui est pas moi qui l'ai amené, mais qui me représente. Fait que je suis quand même assez là. T'es un peu là quand même. T'es représenté sur notre toile, la marginalité. Qu'est-ce que c'est que ça, le signalement? Et pourquoi on vient à faire un signalement? On va commencer de la base pour les gens qui sont peut-être un peu égarés, qui se demandent c'est quoi le signalement de la DPJ ou qui connaissent juste des histoires d'horreur, par exemple. C'est quoi le signalement? Dans quel contexte est-ce que ça s'opère? Bien, tu sais, dans les faits, on peut pas parler du signalement sans parler de la loi sur la protection de la jeunesse, tu sais, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et c'est dans la loi sur la protection de la jeunesse qu'on nous dit à nous, citoyens du Québec, qu'on a une obligation de faire des signalements. Okay? Fait que, tu sais, ça part pas de nulle part, le signalement. C'est vraiment une obligation légale. Citoyenne, là, tu sais. Absolument. C'est pas juste pour les personnes qui travaillent à la DPJ. Absolument pas. C'est tu sais, moi, je dis souvent, un signalement, là, c'est quelqu'un, à quelque part, qui s'inquiète pour un enfant, appelle la protection de la jeunesse. Okay? C'est un peu comme ça qu'on peut le vulgariser. Mais ça part de la loi. Au final, c'est là-dessus qu'il faut comme d'abord comprendre ce que la loi nous dit. Puis tu sais, puis là on fera pas un cours de droit évidemment, là, soyez sans crainte. Mais prochain épisode. Hein? Prochain épisode. Ça me dérange pas. Mais dans le fond, la loi elle nous dit que si on a une inquiétude à l'égard d'un enfant, si on a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant là, est en danger, que cet enfant-là est en danger, peu importe les raisons, on n'a pas à se demander si c'est parce qu'il vit de l'abus sexuel, de l'abus physique, de l'exploitation, de la négligence. Comme monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas à se poser cette question-là. Mais la question qu'on a à se poser, c'est est-ce que j'ai des inquiétudes suffisantes pour alerter le directeur ou la directrice de la protection de la jeunesse? Fait que c'est ça un signalement. C'est-à-dire, ben, je prends mon téléphone parce que 99% des signalements sont faits par téléphone. On reçoit encore des lettres, j'avoue, mais généralement par téléphone. Donc, est-ce que je suis suffisamment inquiète pour cet enfant-là qui va m'emmener à prendre le téléphone et interpeller la direction de la protection de la jeunesse? Fait que quand je suis un professionnel, ben c'est sûr que j'ai des obligations qui sont un peu différentes de quand je suis monsieur, madame, tout le monde. Ben là, tu sais, les obligations peuvent être différentes. Ceci étant dit, quand on fait un signalement, ben c'est comme si on avertit le DPJ que cet enfant-là, on est inquiet, puis il est peut-être en danger, cet enfant-là. Fait que c'est ça, un signalement. Est-ce que c'est toujours facile de faire un signalement? Ben non, parce que
ça prend du courage, ça prend... faut quand même le prendre, le téléphone, puis faire le numéro, puis dire, OK, peu importe que je connais la mère ou que je connais le père ou que j'ai peur de ce qui va arriver, je décide quand même d'appeler. Le courage de peut-être je me trompe. Puis c'est ça un peu. Oui. C'est je me dis, peut-être que j'ai mal lu la situation, mais je m'inquiète. Puis là, Mais tu je sais pas m'inquiète. trop. Fait que, Parfois, c'est délicat aussi. Des fois, c'est le grand-parent qui est Absolument. inquiet pour ses petits-enfants. Donc, Oui. de Conflit de signaler... Oui. Exactement. Là aussi, c'est difficile. Oui. Tu sais, puis j'ai le goût de dire, dépendamment dans quelle paire de souliers on se place, si je me place dans le soulier de l'enfant, c'est facile de prendre le téléphone parce que je veux le protéger. Mais quand je me place dans le soulier des parents, je me dis, oh my God, là, ça veut dire que la DPJ va les interpeller. Fait que là, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Puis il restera toujours un préjugé qui est fort, qui est solide, qui dure dans le temps. C'est, si je fais un signalement, ben ils vont aller retirer l'enfant de son milieu familial. Et ça fait 33 ans que je suis en protection de la jeunesse, ça fait 33 ans que je l'entends, puis probablement que c'était là avant que j'arrive aussi. Donc, c'est un préjugé qui est fort, fort, fort dans la société québécoise. Mais dans les faits, c'est pas ça le travail qu'on fait. Sinon, en tout cas, moi, je serais plus là. Je travaillerais pas en protection de la jeunesse et j'imagine que Martin non plus. Mais c'est un préjugé qui est là, qui est tenace, parce que les gens, c'est leur crainte. Puis un signalement, c'est confidentiel, généralement? Parce que ça aussi, Oui. il y a... Ben, pas généralement, c'est confidentiel. C'est toujours. Mais c'est une crainte aussi qu'il y a chez les gens, c'est Tout à de se fait. dire, ben mon Dieu, le bien, ils vont savoir que c'est moi. Bon, des fois, c'est vrai que c'est la seule personne qui est au courant, fait qu'il y a des 1+1 qui se font. Ouais. Mais le signalement, en soi, quand on fait un appel, ça reste confidentiel. Toujours. Il y a toute la notion de confidentialité au niveau du signalement. Donc, la personne qui appelle, ça, c'est toujours confidentiel. Et ça, c'est écrit dans la loi. Puis moi, je dis tout le temps, l'intervenant qui nommerait qui a fait le signalement, c'est une faute professionnelle grave. Donc, on fait pas ça. C'est interdit. Fait que ça, c'est clair, c'est toujours confidentiel. Maintenant, un signalement peut être anonyme. Ouais. Je peux décider, moi, comme voisin, comme intervenant, comme parent, comme grand-parent, de dire, moi, je veux faire un signalement, mais je veux pas me nommer. Pour plein de raisons qui nous regardent pas. Ben, on n'a jamais l'obligation de se nommer. Et jamais l'intervenant qui va prendre le signalement va venir vous dire, ah ben là, je prends pas votre signalement parce que vous voulez pas vous nommer. En aucun temps. Un signalement anonyme, c'est un signalement anonyme. Il a autant de valeur qu'un signalement d'un professionnel. Mais dans les Comprends? faits, si c'est confidentiel, c'est quoi la différence entre le faire anonymement ou pas? Ben, anonyme, ça veut dire que je ne sais pas c'est qui. Ça veut dire que tu n'auras pas... De se nommer, Tristan, j'ai le goût de te dire que c'est difficile pour les gens. Les professionnels, c'est une chose. Mais le voisin là, qui appelle, il n'a pas tant le goût, lui, de dire « je suis qui ». Je suis qui, moi, par rapport à cette famille-là. Je suis pas sûre que j'ai le goût que tu le saches, toi, DPJ. Fait que je me nomme pas. Même si on le sait que ça va être confidentiel, juste de pas se nommer quand même, je pense que ça a un petit plus pour certaines personnes. L'autre chose que ça donne, ben c'est sûr que quand tu es anonyme, ben tu n'auras pas de retour. Tu ne seras pas de nouveau interpellé. Ça s'arrête là. Tu as fait ton signalement, on ne met même pas ton numéro de téléphone. Là. C'est anonyme, anonyme. Il n'y a rien. Personne va être en mesure de te retracer. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui peut être un... Parce que donc, si c'est avantage. pas anonyme, tu peux être retracé pour les suites par après. Ben, souvent, ce qu'on va faire, deux choses qui sont importantes. Quand on nomme, on dit, bon, ben, c'est Martin Pelletier qui appelle pour faire un signalement. Ben, à Martin Pelletier, on va avoir l'obligation de lui dire qu'est-ce qu'on fait avec ce signalement-là. Est-ce qu'on le retient? Puis je vous expliquerai un peu sur quoi on se base. Mais est-ce qu'on retient ce signalement-là ou on ne le retient pas? Mais je vais appeler Martin et je vais dire, ben, Martin, voici, tu as fait un signalement pour David. Ben, il n'est pas retenu pour tel motif ou il est retenu pour tel motif. Ceci étant dit, quand tu es anonyme, ben c'est sûr que je ne te retourne pas cet appel-là. Maintenant, quand la personne s'est nommée, ben quand on a retenu un signalement et on va aller à l'étape de l'évaluation, on va se dire non, cet enfant-là, il y a quelque chose. Oui, les inquiétudes, on les partage nous aussi. On va aller vérifier des choses. Bien, une fois qu'on a fait les vérifications, on va aussi rappeler la personne qui a fait le signalement pour lui dire, on ne lui donnera pas tous les détails, mais on va lui dire si on est rassuré ou pas.
sais, fait qu'on va le rappeler, Martin Pelletier, pour dire, vous savez, vous nous aviez fait un signalement pour David, mais on a évalué, finalement, on est rassuré, on a fait certaines démarches, on n'ira pas plus loin dans l'intervention, puis des fois, on va dire, on va rester impliqué plus longtemps. Tu sais, fait que c'est important d'aller pour les gens qui nous signalent puis qui nous donnent leur nom, de leur donner cette rétroaction-là quand même. Ces gens-là qui donnent le nom, c'est peu importe si c'est des professionnels ou pas. À partir du moment où il y a un nom qui n'est pas anonyme, il va y avoir un retour qui va leur être fait pour nommer vos inquiétudes, puis on les retient. Oui. Le seul moment où on va toujours dire si le signalement il est retenu ou pas, ça tout le monde. Peu importe tu es qui, on va toujours le donner cette réponse-là. Après une évaluation, comme tu sais, avoir la protection de la jeunesse dans sa vie, tu sais, c'est confidentiel, ça. Fait que si on continue l'intervention, tu sais, on a évalué puis on pense que oui, il faut demeurer impliqué dans cette famille-là, quand ce ne sont pas des signalants qui sont professionnels, le voisin, la grand-maman, on ne donnera pas cette information-là. Parce que c'est de leur dire, la DPJ reste dans la vie des gens. Tu sais, je pense que les gens ils ont droit aussi à cette confidentialité-là. On est assez chatouilleux, puis vous le savez, en lien avec la confidentialité. On va chercher beaucoup d'informations, mais on n'en donne pas beaucoup. Parce que c'est la vie privée des gens. C'est quand même intrusif, la protection de la jeunesse. C'est quand même quelque chose pour des parents de se faire... tu sais, les gens, on va arriver chez toi, on va te poser des questions sur comment tu agis avec ton parent. C'est quand même assez intrusif. Donc, si en plus les informations voleraient à tout vent, ça serait tellement pas respectueux. Dans le fond, alors peut-être plus sur la procédure, un peu comment ça se passe. Ouais. Le signalement, s'il est retenu ou pas, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? OK. Dans les faits, Martin, je vais te prendre un exemple. Ouais. C'est bon? Alors, Martin téléphone parce qu'il y a des inquiétudes pour David. Donc, il appelle n'importe quand, on se répète, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ça ne change rien dans le sens... Je pense que c'est important de savoir que même si tu appelles le soir ou même si tu appelles la nuit, il y aura toujours quelqu'un. Puis, je suis fière de ça parce qu'à Montréal de jour... On tombe pas sur une boîte vocale. Il y a toujours quelqu'un. Si les intervenants sont tous sur la ligne, il y a 2 agentes administratives qui vont répondre live parce que c'est important pour nous. Il y a quelqu'un qui a pris la peine d'appeler. Pour nous, c'est comme vraiment quelque chose de bien, bien important. Donc, c'est notre fierté. En tout cas, c'est la mienne, très certainement. Donc, Martin nous appelle parce qu'il est inquiet pour David. Dans les faits, quand il va appeler, on va lui demander toutes les informations qu'il a en lien avec David. Il reste tout. Tu sais, ce qu'on a besoin dans les faits, c'est d'une adresse. J'ai même pas besoin de nom. J'ai même pas besoin de date de naissance. J'ai besoin de savoir qu'il y a moins de 18 ans. On s'entend que la protection de la jeunesse, c'est pour les moins de 18 ans. Mais Martin nous arriverait avec un signalement d'un jeune qui vit sur Mont-Royal, 3422 Mont-Royal, appartement 8. Ça serait suffisant. OK? Parce que c'est ce qu'on a besoin minimalement. Yep. Et après ça, Martin va nous donner l'ensemble de ces informations qu'il détient, ses inquiétudes. Puis c'est sûr qu'on va le questionner parce que des fois, il ne pensera peut-être pas à des affaires que nous, on trouve importantes. Fait qu'on va le questionner. Parce que c'est important de savoir si le DPJ doit intervenir ou pas. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. Fait qu'il faut qu'on questionne parce que c'est le gouvernement demain matin qui va aller cogner à la porte de chez David, là. Fait qu'il faut avoir des raisons pour le faire. La personne qui appelle, faut qu'elle soit capable de fournir les espaces. Sur là-dessus, vous vous basez quand même un peu pour aller cogner après. Fait. Ouais. Mais peut-être qu'elle n'aura pas toutes les réponses. Non, pas toutes les réponses, mais dans le sens. Elle va nous donner au moins tout ce qu'elle peut. C'est ça. Ça, c'est vraiment la première étape. Ça, il faut que quelqu'un nous appelle. Parce que des fois, je dis à la blague, même si moi, je travaille pour la DPJ, je peux pas me promener sur la rue, entendre un enfant pleurer, puis me dire, tiens, je vais aller cogner à la porte parce que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. Ça me prend un mandat. Puis le mandat, c'est un signalement. Fait qu'un peu comme les policiers, ça prend... il faut qu'il y ait quelque chose, là. Fait que, c'est un peu la même chose. Ça prend un mandat. Puis tantôt, tu parlais de faut recevoir encore des lettres un peu. Mais c'est parce que moi, ce qui me fait penser à ça, c'est je me dis, est-ce qu'il y a des courriels, est-ce qu'il y a d'autres manières de correspondre? Est-ce qu'on veut un contact peut-être avec quelqu'un plus direct, avec une réponse ou une discussion? Parce que tu reçois juste une lettre, c'est pas suffisant, ça sera pas suffisant. Pour être retenu. J'ai le goût de te dire que ça sera jamais suffisant dans le sens où on en reçoit encore, mais tu sais, ça s'arrêtera pas là. Comme un appel téléphonique ne s'arrête pas là.
C'est important que vous compreniez là, vraiment qu'une fois que Martin m'a appelé pour me donner ses inquiétudes, là, ça s'arrête pas là. Le service, là, on dit souvent, c'est la réception et le traitement des signalements. Le mot traitement est très, très important dans le travail qu'on fait parce que on va vouloir en savoir davantage sur cet enfant-là. Donc, on va souvent appeler à l'école pour essayer de comprendre. Il fonctionne comment, ce jeune-là? Y a-tu des difficultés? Oui, non? Avez-vous eu des contacts avec la famille, avec les parents? Ça s'est passé comment? Tu sais, fait qu'on va aller chercher des informations et très, 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 très souvent, on va parler aux parents directement. À l'étape du signalement. Ah ouais. On va appeler le parent. Pas dans les situations d'abus sexuels où, tu sais, il y a des affaires qui se parlent pas au téléphone, là, on s'entend. Mais, tu sais, des fois, dans des aspects de négligence ou dans des conflits de séparation, des troubles de comportement, bien, faut avoir le pouls du parent. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cette situation-là? Puis des fois, ben, ça nous permet de même pas retenir un signalement parce que le parent dit « Hey, oui, c'est vrai que je suis complètement débordé, dépassé par les comportements de mon fils, j'ai besoin d'aide. » Ben, attends une minute, on va attacher des services, tu comprends? On va faire cet exercice-là parce que c'est important pour nous de le faire. Fait que, tu sais, oui, on reçoit le signalement, fait qu'il y a la réception du signalement, l'appel, disons-le comme ça. Mais après ça, il faut le traiter, cette information-là. Il faut la traiter, tout ce qu'on nous a donné, là, ben, il faut aller un peu plus loin. Parce que juste ça, des fois, c'est suffisant. Si on reçoit un signalement pour un enfant qui arrive à l'école, il a la face pleine de bleu parce qu'il a été violenté par son parent. On n'a pas besoin de faire 43 vérifications. Ça va être suffisant pour qu'on y aille maintenant. Puis, tu sais, dans vos situations, vous connaissez au niveau de l'exploitation sexuelle, c'est un peu la même chose aussi. Il y a des fois où, tu sais, c'est direct. Mais il y a des fois où c'est pas... faut faire du traitement, il faut aller chercher plus d'informations. Ça, c'est ton équipe, c'est au niveau du signalement. Oui, exact. Si tu me permets, Certainement. parfois, moi aussi, comme intervenant, le Martin Pelletier intervenant, j'appelle aussi RTS pour avoir un infoconsulte. Oui. Je suis pas sûr. Je suis dans une zone grise. Est-ce que j'ai assez de motifs pour signaler ou pas? Puis plusieurs fois, j'ai téléphoné, puis d'avoir une discussion avec eux, de dire « Oh, Martin, va valider ça, vérifie ça. » Ou « Oh, là, tout ce que tu me dis, ben là, oui, je prends ton signalement et go, on y va. Fait que je pense l'info-consulte aussi, j'ouvre la porte, là, mais de ne pas se gêner à pouvoir téléphoner puis demander de l'information. Est-ce qu'il y a motif à signaler ou non? Définitivement. Puis, tu sais, les infoconsultations, là, l'an passé, on a eu à peu près 16 000, là, plus 17 350 signalements. Fait que, tu sais... Quasiment le même nombre. Quasiment. Fait que on est souvent interpellé, exactement comme Martin l'a dit, pour être consulté. Un parent qui commence à vivre des difficultés avec son enfant, il y a des fois où d'aller au CLSC ou d'appeler le 811, pour certaines personnes, c'est de l'inconnu. Ils ne savent pas c'est quoi ces services-là, mais ils savent c'est quoi la DPJ. Ils vont nous appeler, puis on va les guider, on va faire une discussion clinique. Je parle de parents, mais je parle de professionnels aussi, qui vont nous interpeller. Mais une infoconsultation, ce n'est pas un signalement. Fait que, tu sais, c'est une discussion qu'on a ensemble, mais c'est pas un signalement. Fait que si tu rappelles 2 semaines après, puis tu dis, ben j'ai appelé, je parlais avec Nancy la semaine passée, mais si c'est pas un signalement, c'est moins facile à retrouver. Tu comprends? Un signalement, là, on le sait, c'est là, dans notre système, etc. Ouais, j'ai comme une question technique qui vient de me popper, que j'ai jamais posée avant. Est-ce qu'on encourage à faire un infoconsulte avant de faire un signalement ou c'est la même chose dans les deux? Dans le sens où si quelqu'un fait un signalement puis que finalement ça aurait pu être un infoconsulte parce que c'est pas retenu, parce qu'il n'y a pas assez de faits. Comme qu'est-ce que ça change les deux? Ça change pas. Je sais pas si ma question est claire. Ça change rien. Ça change rien. C'est la même équipe, le même numéro, c'est la même affaire. Le même numéro, la même chose. Okay. Des fois, c'est plus dans le... Ça rassure. Ou tu sais, je me questionne. Vraiment, comme Martin l'a dit, je me questionne. Je suis là, je suis à faire un signalement. Ça me fatigue. J'ai rencontré ma jeune. Elle m'a raconté que en fin de semaine, avec son père, sa mère, ça n'a pas été facile. Ils se sont engueulés. Elle n'était pas bien avec ça. Elle est obligée de prendre son petit frère, s'en aller en dessous du lit. Là, tu dis, mais
tu sais, j'y vais-tu avec un signalement ou me semble que moi, comme intervenant, je serais capable de faire un bout de chemin avec cette famille-là. Est-ce que je pourrais faire comme poursuivre l'intervention aussi avec toutes les autres ressources qui existent? Je pense pas que le signalement serait... je veux pas dire que les jeunes ne sont pas en danger, mais quel autre type d'intervention qu'on peut faire avec la famille? Mais l'infoconsul peut nous amener, hey, avez-vous pensé à d'autres ressources, telle chose? Ouais. Puis là, on peut, OK, on continue notre intervention. Tout à fait. Puis comme tu disais, advenant le cas où quelqu'un nous appelle pour une consultation, mais finalement, ce qu'il nous dit, non, là, ça peut pas être juste une infoconsultation. On lui dit, moi, comme DPJ, je dois prendre un signalement parce que ce que vous me dites est quand même très préoccupant. Je vais prendre un signalement. Tu comprends? Fait que, mais il y a, tu sais, je vous dirais plein de gens de CLSC, par exemple, des fois, qui sont comme dans une intervention, on dirait que tu vois pas le bout de ton intervention, que tu as l'impression d'être dans un impasse. C'est comme si on est complètement à l'extérieur de la situation. Puis là, on discute. Puis des fois, on lâche des idées d'intervention que, comme on est à l'extérieur de la situation, des fois, c'est plus facile. Mais ça peut aussi rassurer, mettons, parce que des fois, un intervenant a peut-être peur de passer à côté puis de se faire dire t'aurais dû signaler puis tu l'as pas fait, par exemple. Eux, ils peuvent noter, on a fait un infoconsulte. Suite à cette discussion-là, on va aller vers ça. Puis si ça change, on ira peut-être plus vers un signalement. Fait que c'est comme une manière de se backer aussi en même temps. Puis d'être bien dans l'intervention qu'on fait. Puis absolument. Oui. Je ne vais pas rester dans le technique trop longtemps, mais les chiffres me frappent quand même. Là. C'est quasiment le même nombre d'infoconsultes que de signalements qui ont été effectués. J'ai l'impression que les gens, de manière générale, connaissent plus le signalement et ne savent pas l'info. Est-ce que quand vous recevez l'appel, est-ce que vous leur proposez les deux à chaque fois systématiquement? Non, mais on va... Eux, ils vont dire, moi, je veux juste questionner, donc vous le classez dans l'infoconsulte. Puis on jase. Puis on voit si ça reste une infoconsulte. Mais si la personne a l'appel et elle dit, moi, je veux faire un signalement, je prends un signalement. C'est pas, il n'y a pas de négociation sur le mandat. J'appelle pour faire un signalement. Go, ça va être un signalement. Puis dans 17 000 et quelques pour la dernière année à Montréal, allophone, c'est quand même énorme aussi. Puis dans cette partie-là, il y a beaucoup qui n'est pas retenu. C'est combien, je ne vais pas te pogner dans les chiffres, mais environ combien? Non, mais celui-là, je le sais par cœur. Celui-là, je le sais par cœur. Dans les faits, tu vois, l'an passé, mettons, on était à 17 350, blabla, quelques ish. Puis on était à peu près à 23 24 de taux de rétention. Cette année, on va finir l'année au 31 mars. On devrait avoir... on pense bien avoir dépassé ce qu'on avait l'année passée comme nombre de signalements. C'est pas une bonne nouvelle en soi. Tu sais, théoriquement, on devrait pas avoir toujours une hausse de signalements, mais bon. Mais la bonne nouvelle, si ça n'est pas une, c'est que le monde au moins signale. Oui. De ce côté-là, il y a un côté positif pour la protection des enfants, mais de l'autre côté, c'est que... En fait, est-ce que le nombre de retenues augmente aussi? Non. Voilà. C'est là. Non, cette année, on devrait finir l'année à 22, quelques 22% de taux de rétention à peu près. Un petit peu moins. Quand même. Oui, quand même. Et ça, je vous dirais, depuis les 6-7 dernières années, on est quand même en diminution du taux de rétention. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, qu'on retienne moins dans le sens où si on retient moins, il y a différents facteurs qui nous amènent à moins retenir. Tu sais, on ne retiendra pas un signalement quand, par exemple, la famille est déjà suivie en protection de la jeunesse. OK? Donc, Mélissandre rappelle pour faire un signalement concernant Martin. Martin, il est déjà suivi en protection de la jeunesse. Il a déjà un suivi à l'application des mesures d'intervenant, Martin, il est connu par Martin, il est connu. Alors, ça fait 33 ans qu'il est connu. Oui, c'est ça. Alors, ce signalement-là, il ne sera pas retenu puisqu'on le connaît déjà. Mais on va donner les informations à l'intervenant pour qu'il puisse travailler ces aspects-là, évidemment. Fait qu'il y a cette portion-là de signalement qui ne sont pas retenus. Il y a une portion de signalement qui ne sont pas retenus parce que les parents ont pris les moyens. Donc, l'école nous appelle, le jeune n'a jamais de lunch, il n'y a pas son matériel scolaire, blablabla. Et nous, on fait une intervention auprès de la famille.
Puis, ben, la situation se résorbe. Là. Tu sais, le parent, il nous explique que ben, le père a perdu sa job la semaine passée, puis grand-maman est rentrée à l'hôpital. On a été complètement débordés. Fait que oui, ça se peut que là, les affaires scolaires, ça a passé 8e, ça a liste, tu comprends? Mais que là, on comprend la situation, puis on est en mesure d'apporter des changements où on attache des services auprès de la famille. On n'ira pas intervenir dans ces situations-là. Donc, on va dire que c'est pas retenu parce que les parents ont pris des moyens. Puis, il y a une autre proportion de signalements qui sont pas retenus parce qu'il n'y a pas assez de faits. On appelle ça chez nous, dans notre jargon, une insuffisance de faits. Tu sais, pour que la protection de la jeunesse là, intervienne auprès d'un enfant, il faut que cet enfant-là il vive une situation qui est grave et exceptionnelle. Tu sais, on n'est pas la porte d'entrée pour avoir des services. Hein, dans la vie, là, ça, la porte d'entrée pour avoir des services, c'est les CLSC, c'est les hôpitaux, c'est les maisons de la famille, c'est tout ça, les organismes communautaires. Et pourtant, est-ce que ça devient un peu une porte de service pour beaucoup de gens? Bien, oui, ça devient parfois une porte d'entrée. De là le fait qu'on est à 22 aussi de taux de rétention en disant, non, là, on cible, depuis, je vous dirais, les dernières années, on cible davantage ce qui est une réelle situation qui relève de la protection de la jeunesse et non pas des services de la première ligne ou là on cible davantage. Fait que oui, on est c'est très on va s'attarder aux situations réelles qui nécessitent réellement la protection de la jeunesse. Grave et exceptionnel, c'est quand même. Vraiment grave et exceptionnel. Tu sais, des fois, je jase avec des travailleuses sociales d'école qui me disent « Hey, l'enseignante est venue me voir, puis là, elle me demandait si elle devait faire un signalement parce que l'enfant, ça fait 3 jours qu'il arrive pour dîner avec du pain nan puis de l'humus. OK. Il n'y a pas tous les... Il n'y a peut-être pas tous les groupes, mais on ne signalera pas la protection de la jeunesse pour autant. Ce qu'il mange, cet enfant-là, il mange. On se entend-tu que peut-être que toi, de la façon dont tu as été élevé, c'est peut-être pas ça que tu aurais donné à tes enfants. Mais ça t'appartient comme parent. L'important, c'est quoi? C'est de le donner à manger. Il y a d'autres services, peut-être, qui peuvent aider autres. Exactement. Est-ce que la famille donne ça parce qu'ils ne sont pas en mesure d'acheter autre chose? Peut-être. Encore là, c'est assez dispendieux, tout ça, qu'à cette heure, hein? Bon. Fait que, mais là, on va attacher d'autres choses. Il y a des services qu'on peut mettre en place. Puis, il y en a des services dans la communauté. Vous êtes un exemple, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y en a des services. On les connaît mal. Je pense que les familles les connaissent pas bien. D'appeler le 811. Est-ce que c'est tout le monde qui sait ça? Ça fait 4 semaines que tu es arrivé à Montréal. Tu arrives d'un autre pays. Est-ce que tu sais que le 811 peut te donner un coup de main? Bien, peut-être pas. Il y a plein d'organismes qu'on connaît même pas nous-mêmes tout au complet, tu sais. Ils vous appelleraient peut-être pas s'ils connaissaient aussi. C'est ça qui est le fun sur ça, dans certains sens. Parce que si je fais le calcul rapide, là, tout à fait. Je joue un peu avec les chiffres, c'est comme 1 sur 10 des appels qui sont faits au signalement qui est retenu au final. Fait que t'en as juste 1 sur 10. Fait que les 9 sur 10 auraient techniquement pu appeler ailleurs en prévention ou à d'autres services de communauté. Tout à fait. C'est pour ça que vous êtes ici, pour essayer d'un peu mettre une tribune là-dessus puis de comprendre, parce que il y a beaucoup d'autres services qui auraient dû être mis en place puis connus avant, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, on le vit tous, hein, c'est pas facile la vie, là, présentement, ne serait-ce qu'au niveau monétaire, au niveau des logements, au niveau de... Tu sais, c'est pas simple là, pour les familles qui vivent déjà, des fois, sous le seuil de la pauvreté. Fait que, tu sais, ajoute à ça que là, ton jeune a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Ajoute à ça que là, ton propriétaire vient de te dire qu'on va augmenter le logement de, je dis n'importe quoi, 30$, mais ce 30$ $-là, t'en avais besoin pour mettre de la bouffe sur la table. Fait que, tu sais, les conditions de vie sont pas faciles présentement. Mais, tu sais, faut comprendre quand même que les familles qui reçoivent des services en protection de la jeunesse, pas juste des familles pauvres. Hein? Tu sais, la pauvreté n'amène pas la protection de la jeunesse. Hein? C'est vraiment multifactoriel. Mais est-ce qu'on voit plus de parents avec des problèmes de santé mentale aujourd'hui qu'il y a 20 ans? À ça, on n'a pas le choix de se dire oui. Est-ce qu'on voit plus de familles en situation précaire? Ça, on va se dire oui aussi, tu comprends? Mais c'est pas parce que tu es dans une situation précaire que tu auras nécessairement besoin de la protection de la jeunesse un jour dans ta vie, tu sais. Puis aussi, je reviens au signalement, ça veut pas dire signalement
égale placement aussi. Non. Hein? Parce que là, je ne sais pas le chiffre que tu as emmené, mais il y a des services qui est offert quand même aussi, puis que le jeune ne sera pas nécessairement placé. Le jeune va rester dans sa famille, va continuer d'aller à l'école. Il y a des intervenants qui vont venir aussi soutenir. Ouais. Fait que, je sais, de dire aussi des fois, signalement, c'est égal placement, puis tous les jeunes sont placés. On n'a pas 19 000 ou 7 000 places. C'est ça. Non, hein? signalement retenu très rapidement, 3 000 environ. Tu comprends, c'est ça. Ouais, Fait que tu descends, là, tes chiffres descendent. Généralement, là, le bilan va sortir, là, mais généralement, quand ils prennent la photo là, au 31 mars, au 1er avril, là, ils prennent une photo de combien il y a d'enfants placés. Puis ça, depuis plusieurs années. Généralement, là, il y a à peu près entre 50, 53, 54 % des enfants qui reçoivent des services en protection de la jeunesse qui vivent auprès de leurs parents. OK? À ça, on ajoute grosso modo entre 25 et 28 % d'enfants qui vivent en famille d'accueil. Et là, attention, famille d'accueil, il y a dans cette gang de familles d'accueil-là, beaucoup de familles d'accueil de proximité. Donc, des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis de la famille qui vont, pendant un temps X, Y, Z, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 3 mois, prendre en charge un enfant le temps que le parent puisse reprendre le contrôle sur sa vie pour plein de raisons. Donc, tu sais, à peu près 28 % de... Fait que là, tu sais, on est à peu près là, on arrive aux 80-85 %. Il y a entre 10 et 12, là, tu sais, il faudrait ajuster, mais c'est toujours dans ces eaux-là. Entre 10 et 12 % des enfants qui sont placés en centre de réadaptation. Pas beaucoup, là. Non. C'est pas beaucoup. Puis, dans le centre de réadaptation, on inclut aussi les foyers de groupe. Les ressources intermédiaires, tu sais, il n'y a pas énormément d'enfants placés dans nos centres de réadaptation. Fait que, tu sais, si on regarde ça en gros, on se dit, il y a quasiment 85 % des enfants qui reçoivent des services en protection de la jeunesse qui sont dans un milieu familial. Fait que, tu sais, c'est ça la normalité. Théoriquement, tu devrais vivre auprès de ton père et ta mère, ou juste auprès de ton père, juste auprès de ta mère, ou peu importe. Fait que, tu sais, il y a quand même là-dessus, c'est un gros préjugé qui se tient fort. Ça dure dans le temps, mais que signalement égale placement, c'est à défaire vraiment. C'est la première affaire. Puis, tu sais, un signalement qui n'est pas retenu, c'est pas grave. Des fois, les professionnels vont dire « Ah, la DPJ retient jamais un signalement. » Bien, c'est pas grave que ton signalement soit pas retenu. L'important, c'est pas de signaler en se disant « Il faut que mon signalement soit retenu. » Moi, comme personne, je suis inquiète pour un enfant, je fais un signalement. Après ça, là... Après ça, tu continues ton intervention, puis tu y vas. Tu continues la vie. Comme je dis, vous n'arrivez pas avec votre... là, je fais le signe avec ma main, là, mais avec la seringue, fait oui, on arrive, on prend l'enfant. Tu sais, il y a des démarches. Fait que l'intervenant ou autre personne autour de l'enfant doit continuer à intervenir. Être là, tout à fait. Oui. Puis moi, je me rends compte qu'au début, le signalement, pourquoi je le voyais comme ça aussi, c'est qu'en marge, le 10 % et moins, peut-être qu'on a, c'est lui qu'on a, nous. Fait que notre réalité d'intervenant, c'est ça. Puis on oublie que, il y a le reste que nous, on voit pas. Fait que là, on se dit, voyons donc, c'est sûr que c'est ça qui se passe jusqu'à temps qu'on se rende compte que, non, dans le fond, c'est que c'est notre réalité à nous, c'est minime. Puis que, dans le fond, il y a un autre fonctionnement, il y a d'autres choses qui se passent, là, tu sais. Dans ce minime-là, dans le passé, on a fait une intervention, toi puis moi aussi, de s'auto-signaler. On a emmené une jeune à s'auto-signaler. Et dans les circonstances, ça l'a fait voir. On avait je vais dire du côté d'en marge, on avait peur de briser le lien avec la jeune. Si on signale, on la perd. J'ai dit, Mélissandre, on va le faire ensemble. C'est pour ça, tantôt, elle disait que j'ai plus de cheveux. C'est un petit peu à cause de ça. Mais de dire comment on peut emmener la jeune à s'auto-signaler. Puis cette fois-là, la jeune, elle a pris son courage à 2 mains. Elle en a parlé à Mélissandre, elle m'en a parlé à moi. Puis après ça, on a été vers le reviseur parce qu'elle avait une... Elle était déjà placée, en fait. Oui. Puis elle a été capable de nommer ces choses, de dire, je me signale. Puis ça a fait en sorte qu'on a encore des contacts avec ce jeune-là. Puis mais la plus belle chose là-dedans, c'est d'avoir montré à la jeune que quand tu vas aller annoncer ce qui se passe, tu vas pouvoir dire que, par exemple, il y a Marc-Vincent qui est là, il y a ton intervenant de sphère, tu as parlé à Martin, tu as ton éducatrice de suivi. Tous ces gens-là sont là.
ça va juste leur montrer que tu as été capable de parler d'un événement difficile de ta vie qui s'est passé, ça. mais qu'en ayant toutes les personnes autour de toi, il n'y a rien d'autre qui va changer à part le fait qu'on comprend ta situation puis qu'on veut t'aider. Puis elle avait plusieurs facteurs de protection. Elle avait plein d'intervenants autour d'elle. Fait que ça fait en sorte que, on était bien moins inquiets. Puis elle a dit, je vais être placée. Je vais être placée plus longtemps. Je pourrais pas sortir. Mais non, c'est une fausse croyance. Gars, tu as tout mis en place pour mettre fin à ta situation. Bingo. Puis je me souviens, la jeune, la même fin de semaine, avait des sorties le soir même. Puis on a dit, wow, bravo, tu l'as fait. Fait que oui, il faut sortir de cette des pensées de dire que un signalement égale placement, conséquence. Mais je pense que les intervenants aussi, quand ils sont mieux, tu sais, comme mettons moi justement, qui est capable de mieux le comprendre, mieux le saisir, après ça, je pense que je peux être porteur de pouvoir montrer que ça peut bien se passer, que c'est important de voir ça, tu sais, aux intervenants de sphère qui arrivent. Je dis souvent, mettons, en marge, quand les jeunes, ils viennent, c'est majoritairement des jeunes qui sont placés en centre de réadaptation. Ce qu'on entend d'eux, c'est « Ah, le centre jeunesse, c'est une prison, on peut rien faire, gna, gna. » Mais eux, quand ils vont au centre jeunesse puis qu'ils parlent à leurs éducs, « Ah, en marge, on peut fumer du pot, on peut faire le party, on peut faire ce qu'on veut. » Si on s'en tient juste à ce qu'ils disent, ben là, entre intervenants, après, c'est comme on juge, on a des mauvaises perceptions, puis on se parle pas, puis tout. Puis à partir du moment où, finalement, quand on se parle, on comprend que le jeune, lui, a joué son rôle là, de foutre la merde un peu, puis de jeune, puis de faire ce qu'il a à faire, puis que nous, revendiquer, puis tout, là, ben de faire son rôle, là, d'aller dire comment il vit, comment il perçoit, peu importe. Ben après, nous, c'est à nous de se parler, les intervenants, puis de voir ce qu'on peut faire. Ben justement, admettons que moi, je comprends c'est quoi le signalement, puis je suis plus dans le mode de me dire « Ah, ben c'est sûr que t'es placé là parce que c'est injuste, parce que t'es ici, mais plus il doit y avoir une raison en arrière, puis qu'on travaille ensemble à... » Je pense que ça peut vraiment amener aussi une différence, là. Ouais. Puis de travailler tout le monde ensemble, là, de bien comprendre le rôle de chacun. Fait que ce soit de l'institution, des personnes autorisées, des travailleurs de rue, etc. C'est quand on connaît le rôle de chacun, ben on va tous travailler dans la même direction. Puis le jeune, ben il va faire partie de l'équation aussi. Fait que si on chicane de même, comme tu dis, puis là, ben on fume du pot là-bas, puis moi, je vais en marge, puis vous avez un code de vie. Ah, OK. Fait que vous fumez pas de pot dans le salon. Ah, non. Ah, OK, bon, fait qu'on peut-tu, ben justement, mais comment qu'on peut justement reprendre ça avec le jeune, la jeune, puis de dire, ben je pense qu'il y a un code de vie, il y a des choses que... Puis de l'autre côté, ben le centre jeunesse, c'est pas tout... Ben non, c'est ça. Il y a des activités, puis la prison, oui, t'as des droits, t'as moins de droits, mais t'as des sorties aussi, t'as des devoirs aussi. Fait que, puis moi, je vais revenir à ton tic-tac. Tantôt, tu parlais de temps. Puis l'exemple que tu as pris avec Mélissandre, ça me fait penser d'une situation qu'on avait eu un signalement avec quelqu'un d'En Marche, justement, qui nous avait appelé en infoconsultation en disant j'ai une jeune, puis j'aimerais ça comme travailler avec la jeune pour qu'elle-même se signale sa situation, elle n'est pas bien à la maison, là, elle est chez nous, on n'en connaît pas tant que ça sur sa vie à la maison, mais là, on sait qu'elle est ici. Puis ça, on s'est laissé cette marge de manœuvre-là du temps. Tantôt, tu parlais de tic-tac, le temps. Ben, le temps est aussi important, protection de la jeunesse, de se dire, ben, écoute, OK, on s'est parlé, essaye des choses avec la jeune, essaye les choses avec les parents, puis rappelle-moi à la limite. Puis peut-être que ça va faire en sorte que, soit qu'on prendra même pas de signalement parce que tu nous as appelé en infoconsulte, soit que le signalement, finalement, on le retiendra pas parce que il y a des choses que tu auras pu mettre en place, tu sais, avec... Mais ça avait été vraiment une méga réussite. Puis finalement, la jeune s'était signalée, puis on avait pu aller travailler avec la famille. Il y avait eu quelque chose de bien le fun, mais on s'était donné une marge de manœuvre avec l'intervenant en disant... On se laisse-tu 2-3 jours, là? Puis si, tu sais... parce qu'elle était en sécurité en marge, vous aviez un contact. Exact. Fait on se laisse une petite marge de manœuvre. Si ça marche pas, je vais te rappeler, tu sais, l'intervenant va dire, je vais te rappeler, puis on va aller différemment. Mais là, me semble, j'ai un espace d'intervention avec elle. Fait que, tu sais, ça, pour nous, c'est précieux aussi, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que ces enfants-là aient des services, qu'ils répondent à leurs besoins, tu sais, que les parents reprennent le contrôle sur leurs compétences parentales, que...
Fait que, tu sais, au final, on veut tous ça. On veut tous la même affaire. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est de voir, ben, qu'est-ce qui est correct de se donner du temps. Tu sais, je pense dans des situations d'exploitation aussi, on se dit, attends, on va se donner une petite marge de manœuvre, là aussi. On va laisser la fin de semaine passer. On se reparle lundi, peut-être que. Fait que, tu sais, il y a cet espace-là. Des fois, ils pensent pas à ça, de dire, si j'appelle au signalement, ça va déjà, tu sais, ça va partir la grosse machine. Ben, si on appelle Nancy, ça va. Ça, on le sait, il y a toujours un bon lien. C'est un peu ça qui est nécessaire pour que ça fonctionne, c'est de se donner un petit peu de temps et de se faire confiance. Ouais. Ça part. Là, on peut pas juste décider de dire ben oui, on va se laisser du temps. On va dire ben non, il faut que nous on gère. Puis du même côté du communautaire, tu sais. Ouais. Puis tous les professionnels, il faut être capable de se faire confiance pour être capable justement de partager un peu ce risque-là. Oui. Ah oui, définitivement. Le partage de risque, il est super important. Oui, je vraiment. vais parler pour En Marge, là, mais d'être capable d'héberger des jeunes en situation de crise. Mais comment qu'on peut, justement, notre amie Nancy, là, mais comment qu'on peut travailler? Est-ce que, je reviens à mon exemple de tic-tac, le temps est important. Est-ce qu'on peut laisser le jeune se déposer? Puis comment les adultes autour on va intervenir, puis dans le respect aussi, là. Mais c'est sûr, si ça saigne, ben c'est un autre niveau. Oui, on va là, aller, etc. Mais dans une situation de crise, on peut juste parler. Qu'est-ce qu'on comprend de la situation? Le jeune, la jeune, qu'est-ce qu'elle comprend de cette situation-là aussi? Puis qu'est-ce qu'on peut mettre fin aussi? Il y a des choses qu'on va mettre fin aussi, mais d'autres fois, prendre le temps. Là. Ouais. Oui, puis de faire confiance à l'autre. exact. Si on va le voir, oui. nous autres, si ça saigne puis que ça prend pas 3 jours, ça va prendre 12 heures. Puis là, on sait que c'est urgent, puis on va communiquer. Tout à fait. On va essayer de collaborer puis de communiquer le plus souvent possible. Ouais. Puis la gestion de risque, je pense que tu as mis le mot. En protection de la jeunesse, c'est toujours à ça qu'on parle. toujours. La gestion du risque. Jusqu'où on tolère la gestion de risque? Tu sais, quand on dit, ben il y a 22 des signalements qui sont pas retenus, mais Une gestion de risque. il y a dans Ils sont certains... retenus. qui sont retenus, pardon, excuse-moi, mais les 78 autres là, pourcents, là, tu sais, il y en a qu'on dit, OK, on retient pas, là, mais tu sais, c'est une gestion de risque. S'ils reviennent 2-3 fois, c'est quelque chose qui arrive quand même? Ben, oui, il y a des enfants qui sont signalés quelques fois par année, oui. Le fait qu'il y ait eu un autre signalement non retenu, est-ce que ça a l'influence dans la balance pour l'autre signalement? Au même titre que tout le reste va influencer. Dans le sens où, tu sais, ça fait partie d'un facteur aggravant comme les autres facteurs aggravants. Fait que oui, qu'il y ait eu un signalement il y a 3 semaines, puis là, il y en a un autre, ben c'est un facteur aggravant comme, ben là, dans le nouveau signalement, il s'est fait pogner à voler un char. Ouais. On l'avait pas dans ce signalement-là, mais tu sais, c'est une information de plus. Mais dans celui-là, on avait qu'il se tenait avec... Des amis pas fins. Des amis pas fins. Des amis pas pas fins. fins. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un facteur aggravant, mais il faut pas se dire que parce qu'il y a eu 1, puis 2, puis 3, puis 4 signalements, que le 4e va être retenu. C'est ça, c'est pas vrai. Ça peut être le premier, comme ça peut être le 5e. Au contraire, ça peut être un facteur de protection. Si c'est le même grand-parent qui rappelle tout le temps, il y a quelqu'un qui est toujours inquiet, là. qui est autour de Il cette est toujours personne. là. Ça. Mais, fait que, tu sais, il n'y a pas d'équation. On peut pas dire 1 + 1 égale 2. En même temps, faut l'avoir dans notre analyse. C'est quand on réfléchit à ce signalement-là, ben ça fait partie de l'historique, tu sais, de cette famille-là, de cet enfant-là. Fait que c'est sûr qu'on va l'avoir en tête, mais tu sais, des fois, on peut penser à des situations de violence conjugale. T'en prends rien qu'un signalement de violence conjugale quand monsieur tente de poignarder madame, par exemple, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un 2e signalement pour se dire qu'il faut intervenir. Fait que tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment indépendant. Chaque signalement est indépendant. Mais tu sais, pour un signalement, mettons, Mélissandre signale Martin, bien, peut-être que Mélissandre, elle est intervenante en marge, le signaler Martin. Mais toi, Tristan, t'es l'intervenant de l'école. Toi, tu vas signaler aussi. Fait que des fois, dans un même signalement, on peut avoir 1, 2, 3 déclarants. Fait que tu sais, dans mon 17 350-ish, là, c'est le nombre d'enfants. C'est pas le nombre de signalants. Fait que, tu sais, dans un signalement, des fois, on a 1, 2, 3 personnes qui ont appelé, puis on a fait du traitement, etc. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup d'appels par jour. Puis tantôt, vous parliez d'auto-signalement. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement? De jeunes, je te dirais...
je dirais pas régulièrement, mais ça se voit. Ouais. Encore en fin de semaine, un jeune qui nous a appelé. Fait que ça, oui. Ou des jeunes, par exemple, qui vont se sauver de leur domicile, vont s'en aller au poste de police. Fait que, ils se sont pas auto-signalés en nous appelant, mais entre toi et moi, c'est à peu près la même affaire. Fait que ça, oui, ça existe, vraiment. Puis on a aussi les parents. Les parents nous appellent eux-mêmes. C'est ça que je me disais. Tu parlais de violence conjugale aussi. On parlait de porte d'entrée pour des services. Est-ce que des fois, c'est ça qui est utilisé? Bien, des fois, avec les parents, quand ils nous appellent, là, puis qu'ils sont à bout de leurs ados, là, qu'ils savent plus quoi faire, puis ils sont inquiets là, de voir leur fille arriver avec les fossiles, avec les petits tops, avec de l'argent que personne n'y a donné. Tu sais, là, il va y avoir des changements. De voir là, des changements. Ils sont inquiets, ils savent plus ce qui se passe, ils connaissent plus ses amis, elle sort, c'est pas ce qu'elle va. Tu sais, oui, ça, on va avoir des parents qui vont nous appeler pour dire là, on sait plus quoi faire, aidez-nous, là. Tu sais. Des fois, c'est pas nous les meilleures personnes. Tu sais, c'est pas nécessairement la protection de la jeunesse, tu sais. Les services CAF, du CLSF, aussi. Mais tu sais, il y a plein de possibilités. Puis, tu sais, dans certaines situations, nous-mêmes, on va référer des jeunes en marge. Ça arrive, nous autres, qu'on dit... tu sais, à 17 ans, là, tu viens de te pogner avec tes parents, tu nous appelles, OK, mais on n'est peut-être pas meilleure ressource pour toi, là, tu sais. Tu te retrouves dans la rue, attends un peu, là, non, t'es pas dans la rue, il y a d'autres choses. Tu sais, fait que nous aussi, on a quand même cette étroite collaboration-là, tu sais, on n'est pas gêné de référer des jeunes en marge pour une nuit, dire, allez, on va faire descendre la pression dans la famille, puis après ça, on sera peut-être capable de travailler des affaires, tu sais. On parle des parents qui vont signaler des jeunes aussi, mais c'est beaucoup des professionnels quand même qui vont faire les signalements dans ce gros chunk-là. À Montréal. Ouais, le Montréal. micro, pardon. Je suis une gesticuleuse de la vie. À Montréal, nous, nos premiers déclarants, c'est les policiers. Ouais. Fait que les premiers, ceux qui nous font le plus de signalements, c'est le milieu policier. Puis après ça, c'est le milieu scolaire. Ouais. Après ça, c'est les milieux institutionnels / organismes communautaires / tous ceux qui œuvrent auprès des enfants, j'ai le goût de te dire. Après ça, ça va être les parents, là, tu sais. Puis après, c'est comme toute autre personne, genre un voisin. C'est plus les parents que des grands-parents ou des oncles, tantes? Oui. Quand même? Oui, okay. Plus de parents que de grands-parents. Okay. Donc, les tantes. Oui. Quand même. Oui. Souvent, les le motifs, soir, en peut-être? crise. Les motifs? Quels motifs? Les motifs pour lesquels on nous interpelle, bien ça aussi, hein, tu sais, quand on a commencé le podcast, on disait que tout partait de la loi au niveau de l'obligation de signaler, le signalement, tout ça. Ouais. Mais les raisons pour lesquelles le DPJ peut intervenir auprès d'un enfant, c'est aussi indiqué clairement dans la loi. Il y en a 7 motifs dans la loi pour lesquels le DPJ doit intervenir ou pourrait intervenir. Je vous fais ça en rafale. Premier motif, l'abandon. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'enfants abandonnés réellement à Montréal. Ça arrive, là, des fois, mais vous en connaissez sûrement des situations où la maman l'a accouché en dessous du pont Jacques-Cartier, puis... c'est beaucoup de situations migratoires en ce moment, là, qu'on va peut-être voir, ces situations. Ça aussi, qui n'est pas simple. Non. Donc, les enfants qui arrivent au pays, ça, c'est quand même... J'ai ouvert une porte. Là. Une grande porte qu'on ouvrira. On n'ira pas, on va la refermer. Motif numéro 2. Mais oui, c'est quand même ça, de l'abandon. Motif numéro 2, c'est tout ce qui a trait à la négligence. Fait que, tu sais, tous les aspects de la négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé, négligence sur le plan éducatif, là, tu sais. Le homo-silpainan. Mais c'est ça. Genre. Fait que, tu sais, ça, il y a beaucoup de situations. L'aspect de la négligence, si on prenait les signalements, si on prenait les enfants qui sont suivis à l'heure actuelle en protection de la jeunesse, il y a au moins 50% de ces enfants-là qui sont suivis à cause de la négligence. Par contre, au niveau des signalements, pendant plusieurs années, on a été ex aequo l'abus physique et la négligence. Puis c'est encore assez... ça joue vraiment... Quelques années, il y a eu plus de signalements en abus physique qu'en négligence. Là, c'est pas mal ex aequo. Donc, négligence. Il y a le risque de négligence aussi. Là, on va aller vite à ce niveau-là parce que c'est davantage la négligence. Après ça, on a les mauvais traitements psychologiques. Donc,
Si on pense à Cendrillon, Aurore. Aurore. Mais Aurore, là, il semblerait que l'histoire a changé avec le temps. Fait que je ne sais pas trop. Mais si on a notre ancienne histoire d'Aurore, elle avait aussi Elle avait pas mal physique, tout, là, oui, c'est ça. mais aussi des mauvais traitements psychologiques. Puis quand on parle de conflits, on a parlé vite tantôt de conflits sévères de séparation, on va trouver ça dans les mauvais traitements psychologiques, le dénigrement, le rejet affectif des enfants, etc. On pourrait sûrement trouver une princesse de Disney pour chacun. Quasiment. Je pense que oui. J'imagine que oui. Après ça, on a l'exposition des enfants à la violence conjugale et à la violence post-séparation. Parce que c'est... vous savez que les féminicides, c'est souvent dans des contextes de post-séparation. Donc, les parents sont séparés, des fois depuis un certain temps, voire quelques années. Et les féminicides se passent. Donc, violence post-séparation aussi. Après ça, c'est l'abus sexuel. Et le risque d'abus sexuel. L'abus sexuel incluant l'exploitation sexuelle. Donc, voilà. Après ça, on a l'abus physique. Donc, l'abus physique, c'est les sévices, un enfant qui est victime de sévices corporels ou encore de méthodes éducatives déraisonnables. C'est une méthode éducative déraisonnable. Mettre son enfant à genoux dans le coin sur du gros sel, c'est une méthode éducative déraisonnable. Le priver de son dessert parce qu'il n'a pas tout mangé, on n'est pas dans de la méthode éducative déraisonnable. Hein? Bon. Serrer un bras parce que l'enfant arrive pour traverser la rue, on n'est pas dans de la méthode éducative déraisonnable. OK? Il faut comme camper, là, c'est vraiment bon. Et finalement, c'est les troubles de comportement sérieux. C'est généralement dans les motifs, dans la hiérarchie des motifs au niveau signalement et au niveau pourcentage, là, on va avoir la négligence, on va avoir l'abus physique, on va avoir l'exposition à la violence conjugale, les mauvais traitements psychologiques. Puis après ça, je vous dirais abus sexuel et troubles de comportement sérieux. Ah ouais? Ouais. Même proche. Ouais, très proche. Puis on va finir avec l'abandon, évidemment, là, mais c'est ça. Mais la négligence et l'abus physique, ça, c'est là. Est-ce que, par exemple, les policiers vont signaler pour un tel type d'avantage que d'autres milieux? Les policiers... Je pas de poigner avec des stats, là. Non, mais les policiers vont signaler tout ce qui concerne des mineurs. Donc, ça peut autant être la violence conjugale, comme le jeune qui s'est fait pogner pour un vol de char. Ça peut être, sont interpellés sur une situation parce que madame a eu un épisode psychotique qui est là, était toute seule avec les enfants, elle est emmenée à l'hôpital, tu sais. Fait que c'est très large, les policiers, ce qu'ils signalent vraiment beaucoup. Mais tu sais, on en reçoit là, du 500, 550 rapports de police là, par mois. Là. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est-tu trop? Bien, c'est trop, oui, c'est trop. Ça sera toujours trop. Mais c'est trop dans le sens où... je pense que parfois, tu sais, ça nécessiterait pas nécessairement un signalement. Ben, c'est trop dans le sens, trop de signalements non retenus parce que je suis curieux un peu, puis au pire, on coupera au montage si jamais c'est pas la stat exacte, mais je suis curieux de savoir, dans tout ce qui est signalement non retenu, c'est quel groupe de signalants qui vont peut-être faire des signalements qui sont les mieux retenus ou les moins retenus? Ah, ouais. Ça, je l'ai pas. Par contre, j'ai pas les stats, mais c'est très embêtant, ça. Tu comprends? Parce que, mettons, on pourrait avoir des signalements de professionnels qui seraient pas retenus parce que l'enfant est déjà suivi en protection de la jeunesse. Alors, c'est pas parce que le signalement est pas recevable ou pertinent, mais bien parce qu'il est déjà suivi. Fait que, tu sais, mais c'est intéressant à regarder comme donnée, par contre, là. Mais je me suis pas attardée à cette donnée-là. Mais, tu sais, les policiers, il faut dire aussi qu'ils ont tu sais, chacun, on a nos consignes, hein. Tu sais, vous autres, dans votre organisation, vous avez une consigne X, Y, Z. Mais les policiers aussi, eux, ont comme la consigne aussi de signaler, tu sais, quand il y a des mineurs qui peuvent être impliqués. Fait que, tu sais, je veux dire, eux, ils respectent leurs consignes aussi, là, tu sais, fait que... Mais tu sais, d'un côté policier, ce que je vois beaucoup sur le terrain, c'est une jeune qui peut être localisée en fugue dans un motel, va appeler RTS ou ils vont appeler la DPJ, dire, bon, j'ai trouvé tel jeune. On dit, OK, mais rapportez-les à telle adresse, elle est hébergée là. Mais on n'a pas nécessairement le contenu de où elle était. C'est après, quand
mettons, le policier arrive au centre, il va dire, cette jeune-là, on l'a retrouvée dans un motel. Ben c'est là, c'est important, monsieur l'agent, de faire un signalement. Il dit, ouais, mais j'ai appelé à DPJ. Ouais, mais ils t'ont juste dit d'emmener la jeune à telle adresse parce qu'elle est hébergée et est en fugue. Mais c'est important, le contenu que tu as, de nous le donner, de le donner à DPJ pour qu'on puisse justement comptabiliser ça. Là, intervenir dans ce sens-là. Exact, aussi, pour l'aider, cette jeune-là. Mais c'est ça, parlant de ça, là, parce que Nancy a dit, tu sais, quand le jeune est déjà suivi, les signalements sont souvent pas retenus. Puis quand on... En tout cas, je vais parler pour moi, je sais que lorsqu'il y a une situation, puis que même si la jeune est déjà placée, on se fait souvent dire que c'est important quand même de signaler une nouvelle situation, quoi qu'il arrive. Oui. C'est un peu contradictoire. Donc, si on l'écoute là, dans la loi là, comme ça, là, mettons, la jeune est déjà placée, ça sera pas retenu. L'important, c'est que ça l'amène des nouveaux faits puis ça va changer l'intervention. Mais ça peut. Ça peut emmener un changement. Tu sais, il y a des fois où on ne retient pas un signalement, mais ça va avoir un impact sur le plan de protection qui est déjà là auprès de cette Parce que l'intervenante sociale va le savoir. Ben oui, définitivement. Fait que mettons que la jeune n'est pas placée, mais elle est suivie chez elle. OK? Il y a un suivi de la protection de la jeunesse, mais à domicile. Puis là, un signalement, on a des doutes au niveau de l'exploitation sexuelle, quelques faits ici et là, pas assez pour dire oui, faut y aller dans cette direction-là. Bien, mettons, le signalement n'est pas retenu. Sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'une autre fin de semaine, elle sort. Là, oups, on a des faits suffisamment. Mais peut-être que le fait d'être suivi à la maison est en danger présentement, puis que ça va nous emmener à réviser le plan qu'on a déjà avec cette famille-là, pour dire, on peut plus là être en danger parce que là, on vient de savoir qu'elle a été ciblée pour partir à Toronto en fin de semaine. Bien, il y a peut-être des enjeux à ce niveau-là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, là. Tu sais, c'est pour puis ça même que chose pour si elle est placée déjà en centre de réadaptation. Mettons, Martin, il est en unité, il y a une jeune, puis là, moi, je suis une intervenante, puis j'apprends un nouveau fait quelconque. Puis là, il faut que je le signale. Ça sera probablement peut-être pas retenu, mais pas. Martin va finir, l'intervenante sociale, ils vont le savoir. Suite. Oui. Parce que même si c'est pas retenu, l'information est quand même transmise. On n'a pas besoin que quelque chose soit retenu quand le jeune est déjà placé. Pour que ça soit dit. Fait que c'est là que c'est important parce que l'intervention peut être modifiée. Absolument. C'est là qu'il faut l'intervention peut être modifiée. Le message, je pense, en tout cas, faut pas dire le jeune est placé, je signale pas, tu sais. C'est ça. Fait que non, c'est on signale, puis l'information va venir. Oui. Puis on va pouvoir intervenir, mettre des choses en place. Ben, je prends l'exemple aussi, parfois, la jeune est placée, bon, je veux pas dire ça, là, mais bref, mettons, absentéisme scolaire. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à tout le temps être en absence scolaire? Puis c'est peut-être 3 mois après qu'on va dire, ben oui, elle est d'un réseau de prostitution, puis OK, mais là, en 1+1, on s'aperçoit que c'est pour ça qu'elle n'allait pas à l'école. Fait que c'est des faits nouveaux, fait qu'on va travailler avec, mais comment qu'on peut mettre les facteurs de protection autour de la jeune, c'est là que c'est important. Il faut vraiment défaire le mythe de se dire... ça me donne rien de signaler, ça sera pas retenu. C'est pas grave si c'est pas retenu. C'est pas ça l'objet. La loi, elle dit pas ça. La loi, elle dit pas signale par arrange-toi que ça soit retenu. La loi, elle dit signale. Toi, tu as une obligation de signaler, signale. Après ça, ce que le DPJ fera de cette nouvelle information-là, bien, tu sais, la personne qui signale n'est pas responsable de ça. Tu comprends? Fait que l'important, c'est de signaler. Parce que les informations vont être transmises aux bonnes personnes. Puis c'est ça qui va venir faire la différence, tu sais, pour certaines jeunes. Puis des fois, ça a vraiment un impact important de dire, hop là, avec cette information-là, on s'en va complètement ailleurs. La jeune qui était suivie chez elle, on ne peut plus, il va falloir qu'elle soit placée. Ou vice-versa. Tu sais, il y a plein de trucs qui peuvent... Ou peut-être que le milieu de vie dans lequel elle est présentement ne répond plus à ses besoins parce qu'elle se met en danger. Attends un peu. À cause des nouvelles informations, des signalements qu'on a eus, on est capable de se dire, non, là, cliniquement, cet enfant-là, elle est présentement en danger. Moi, dernièrement, ce que j'ai vu aussi, pas, mettons...
soit d'autres jeunes qui sont rendus majeurs, qui sont mamans, qui ont des amis, ou par exemple des amis à moi ou mon entourage qui sont des professeurs ou quoi que ce soit, qu'ils signalent, puis que quand c'est pas retenu, c'est le fait que ça soit pas retenu, ce qui vient les chercher, de ce que je comprends, c'est de se dire, oui, mais moi, je le sais qu'il y a une situation, tu sais, moi, je considère que cet enfant-là, il devrait être placé ou retiré de la famille. Comment ça se fait? Comprends pas ce que je dis. Je veux pas mettre des mots dans leur bouche, là, mais au sérieux ou quoi que ce soit. Fait que moi, c'est quand même quelque chose que j'entends régulièrement. Puis j'avoue que je sais pas quoi leur répondre quand ils disent ça, à part dire il y a eu une évaluation puis ils ont dû juger. C'est pas parce qu'il n'est pas retenu qu'il n'y a pas d'intervention non plus. C'est ça, tu sais, tantôt quand Nancy parlait, ça peut être l'intervenant, le 811, le travailleur communautaire, etc. C'est pas parce qu'il n'est pas retenu qu'il n'y a pas une référence puis qu'il n'y a pas un travail qui peut être fait autre mais ça, la que personne la DPJ. qui a signalé le sait pas. Exactement. On pourra pas lui donner dans tous les détails. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. T'sais, je pourrais pas dire à la personne qui a signalé, j'ai référé vers telle place, parce que ça la regarde pas, entre guillemets, dans le sens où, oui, ça pourrait l'apaiser dans ses craintes, mais pour la famille... Est-ce que vous pouvez dire comme quelque chose comme ce qui avait dû être fait comme référence a été fait? Oui, exact. De toute façon... La confiance, en fait. Oui, toujours. On revient à la confiance, mais de toute façon, on a une obligation légale. Tu sais, dans la loi, si la famille est en besoin de services et non pas que l'enfant est en besoin de protection, on a une obligation légale de référer. Tu sais, je veux dire, on connaît plein de ressources. C'est ça qui est important. Les besoins de services. De services. Versus protection. Voilà. Puis, tu sais, il y a une marge, pour ne pas faire de jeu de mots, il y a une marge entre le besoin de service et le besoin de protection. Tu sais, un besoin de protection, c'est grand comme ça, là. À l'écran, au micro, c'est dur à dire, mais tu sais, c'est une petite fenêtre. Alors qu'un besoin de service, c'est souvent une porte patio, tu comprends? Parce que on a tous plein de besoins dans la vie de service, tu sais. Mais un enfant a besoin de protection. Tu sais, il y a ça d'enfants qui ont besoin, qui vivent des situations graves et exceptionnelles. Tu comprends? Dans ta fenêtre, juste pour compléter, il y a l'âge aussi. On n'interviendra pas la même chose d'un enfant de 0-5 ans versus un 17 ans et 3 quarts. Tout à fait. Oui. Ça, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Plein de critères de décision. Écoutez, je veux pas du tout vous interrompre, ça a l'air super intéressant. C'est intéressant de vous entendre. Ça fait 5 minutes que je suis comme moi je l'écoute le podcast. Mais le temps avance, ça fait longtemps qu'on est là, je vais pas prendre trop de votre précieux temps. En question peut-être de fin, j'essaie de concilier 2 choses en ce moment dans ma tête à vous écouter parler. Puis je me demande, il y a plein de lois ensemble qui peut-être ont été conçues puis se parlent pas tant l'une dans l'autre. Puis là, j'entends l'espèce de signaler le plus possible, mais en même temps, est-ce que ça vient pas un peu nuire au traitement? On veut avoir le plus d'informations possible parce que c'est un peu votre job d'être l'entonnoir qui va filtrer, puis ça, je le comprends. Mais est-ce que vous êtes content du nombre de signalements qui est fait ou vous aimeriez qu'il y en ait un peu moins, un peu plus pertinent? C'est une bonne question. Non, mais je sais pas trop comment la poser, mais c'est un peu... on veut qu'il y en ait un peu moins de non pertinents pour vous permettre de donner plus de temps? Ou est-ce que la solution, c'est juste d'avoir plus de monde qui vont travailler ça? Non. Moi, c'est comme si je suis partagée parce que je pense que c'est important de signaler. Tu sais, ça, pour moi, ça restera toujours ce qui devrait être fait. Mais tu sais, dans la loi, on dit qu'il faut avoir un motif raisonnable de croire que la sécurité et le développement d'un enfant est compromis ou peut être compromis, ou qu'un enfant est en danger. Fait que j'ai le goût de dire, c'est là où il faut c'est ces signalements-là qu'on doit recevoir. C'est quand on pense, sincèrement, là, comme personne, comme professionnel, peu importe, comme voisin, comme grand-parent, on pense que cet enfant-là est en danger dans ce qu'il vit présentement, on doit signaler. Tu comprends? Mais il y a plein d'autres situations. Tu sais, longtemps, la protection de la jeunesse, on a dit, nous ne sommes pas la porte d'entrée des services. Il faut encore le dire aujourd'hui. Moi, on n'offre pas des services. On offre de la protection à un enfant. Fait que si l'enfant et sa famille sont en besoin de services, c'est pas un signalement qui va emmener des services.
Tu comprends? Fait que si la famille a besoin, a de la misère à joindre les deux bouts, qui fait que l'enfant n'a pas son matériel scolaire, qui fait qu'il ne mange pas toujours à sa faim, est-ce que c'est nécessairement un besoin de protection ou on est bien plus dans un besoin de service? Mettons des services autour de cette famille-là, il ne sera pas en besoin de protection. Tu comprends? Et pour que les gens donc aillent plus avec cette idée de motif raisonnable, ce raisonnable-là, il est très variable. On en parlait au début de l'émission. Comment est-ce qu'on arrive à ce que tout le monde, un peu, ne serait-ce qu'à Montréal, ait la même notion de ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Mais je pense que c'est pas possible d'arriver à tous la même notion de c'est quoi un motif raisonnable. Je pense que si on n'est pas capable d'avoir la même définition du motif raisonnable, est-ce qu'on peut s'attarder à une situation qui est grave et exceptionnelle? Si, comme personne, avant de faire un signalement, je me dis, est-ce que ça, c'est une situation qui est grave et exceptionnelle? Peut-être que là, ça va m'aider à prendre ma décision. Mais mettons là, que je le sais pas, c'est pas grave. Appelez à protection. Tu sais, faites un infoconsulte. Moi, je me dis, vaut mieux consulter, appeler que on passe, tu sais, tantôt tu te dis est-ce qu'on peut échapper quelque chose? Ben je m'en voudrais qu'on ait échappé quelque chose, tu sais, parce qu'on a dit ben là j'appellerai pas parce que non, là, ça serait pas une bonne idée. Fait que je préfère que les gens signalent puis qu'on se dise, finalement, on aura juste 22% de rétention parce que il y a peut-être un pourcentage qui aurait peut-être pas dû être signalé, mais qui aura été signalé. Puis moi, je vis assez bien avec ça, tant et aussi longtemps que les services sont là autour, par contre. Tu sais, parce que le fait de ne pas retenir, c'est une chose, mais il faut que les services à côté suivent le bal, par contre. Si c'est pas un besoin de protection, mais que c'est un besoin de service, il faut que les services soient au rendez-vous. Fait que ça, c'est important aussi. Puis je reviens à la prémisse de base en lien avec la protection de la jeunesse, parce que Tristan, tu disais, il y a plusieurs lois, mais on a la chance au Québec d'avoir une loi qui protège nos enfants. Fait que c'est de là de dire, mais si je t'inquiète comme personne, comme voisin, qu'un enfant peut être en danger, de là, le signalement. Fait que dans la question, est-ce qu'il y en a trop ou pas assez? C'est là, tantôt, je disais, oui, s'il y en a plusieurs, c'est que les personnes signalent parce qu'elles sont inquiets. De l'autre côté, s'il y en a tant, ça me fait mal au cœur comme personne de dire, il y en a. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais au moins, il y a quelqu'un qui a pris un appel ou qui a fait un signalement justement dans le but de protéger cet enfant-là. Puis, tu sais, faut qu'il y ait des services qui se mettent en place, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, en hors ligne, nous disions que, tu sais, Leslie Hill était venue discuter dans ton podcast. Puis, tu sais, je pense que Leslie remet aussi beaucoup de l'avant toute cette responsabilité collective-là. Tu sais, la protection des enfants, c'est une affaire de communauté, c'est une affaire de société. Tu sais, ça peut pas être juste sous la tête de la protection de la jeunesse. Tu sais, je veux dire, c'est tout le monde qui est concerné par la protection des enfants. Tout à fait. Puis c'est à tout le monde de gérer le risque ensemble, dans le fond. C'est à tout le monde d'être là pour ces enfants-là. Puis c'est correct qu'on se soit donné cette loi-là au Québec de dire, hey, non, moi, je suis fière qu'on se soit donné quand même cette loi-là. Pour avoir été dans d'autres pays, la loi n'est pas tout à fait pareille. Là, je veux dire, je me dis, fait que je me dis, je pense qu'on s'est doté quand même d'une bonne loi. Est-ce que c'est parfait? Non, parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Il n'y a aucun système de parfait. Mais je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour assurer la protection de ces enfants-là ici à Montréal. Puis je pense qu'on fait du bon boulot. En tout cas, je maintiens cette conviction profonde-là qu'on fait encore... puis qu'on a encore une raison d'être importante pour nos enfants à Montréal. Un merveilleux mot de la fin. Merci. Puis Martin aussi. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio pour jaser, parce que justement, c'est un peu ça l'idée qui revient toujours. Il faut se parler, essentiellement. Il faut se parler, il faut se comprendre, puis voilà. Se faire confiance. Puis se faire confiance, c'est le mot aussi. Mais quand on se comprend, c'est ça. Quand on est capable de comprendre nos rôles de chacun, ça démystifie beaucoup de choses. Quand on se parle, on se comprend. Exact. Moi, on a eu une belle expérience avec Sphère. Là. Ça a été ardu là, de se comprendre puis de se faire confiance, mais ça a pris du temps, les tic-tac, là. Tic-tac, tic-tac. Mais je veux dire... Plusieurs bords de tic-tac. Maintenant, je pense que je peux assurément dire qu'on se comprend et qu'on se fait confiance. Oui. Tout à fait. Vraiment. Ça a valu la peine. Moi, je vous dis merci.
de nous avoir donné cet espace-là. C'est important. Je pense que c'est important notre présence est importante, je pense, quand tu dis, tu sais, il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport à ça. Fait que je me dis, ben, si on a pu démystifier des petites affaires, ben tant mieux. Puis si vous avez d'autres questions, comment on fait pour te rejoindre sur ta ligne personnelle? Non, quel numéro, comment on fait pour faire un signalement? On n'a même pas dit sur le site. 514-896-3100. Puis généralement, quand on écrit DPJ dans Google, c'est toujours notre DPJ qui sort de toute façon. Puis il faut que ça soit, généralement, le DPJ, c'est, béton, il faut que la personne, le parent vive à Montréal. Oui, toujours. Que ça soit DPJ Montréal. Oui, si c'est extérieur de Montréal, il y a un autre DPJ. Il y a un autre DPJ. Un DPJ dans chaque région administrative du Québec. J'ai le goût de dire, s'il y a une personne d'une autre région qui appelle 514-896-3100, il va être référé à la bonne région administrative. Vous pouvez dire à Google d'autoriser de connaître votre localisation pour pouvoir avoir le bon DPJ. Exact. Tout à fait. C'est bon. Ben, merci. C'était Maudite Marge avec des belles personnes qui parlent de signalement puis qui ont l'air de vraiment croire en ce qu'ils font comme nous. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. C'était le fun. Merci. À la prochaine.